Les amis, j'espère que vous allez bien. Grosse vidéo avec Mejdinho qui est sortie justement sur l'avant-match de ce Barça Real. On s'est confronté entre supporters justement du Real Madrid et du FC Barcelone. J'ai sorti hier ma vidéo pré-match, analyse presque 360 de ce choc de Liga. Aujourd'hui, on termine l'analyse avec le 11 que j'attends du côté du FC Barcelone pour ce choc très important, très important de Liga de ce dimanche 16h15. Alors un 11 qui va être marqué notamment par un changement. Alors, est-ce un vrai changement de tactique un petit peu du côté du FC Barcelone? On va justement en parler. Mais un 11 dans lequel, tout d'abord, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop le choix parce que, en tant que gardien, nous n'avons plus que Chesney, qui bon, est un petit peu en difficulté en ce moment. On a un petit peu parlé dans l'analyse. Gardien qui a du mal, c'est-à-dire sur les arrêts réflexes, à aller en bas, et aussi qui a du mal dans les relances. On sait que c'est très important les relances du côté du FC Barcelone, pour se sortir en plus des pressings dans sa globalité. Le Barça en ce début de saison n'est pas dans sa meilleure version. Si en plus de ça ton gardien ne t'aide pas, alors que Joan Garcia aidé énormément là-dessus, ça peut réellement devenir compliqué. Et si Chesney ne fait pas de bourde au Classico, ce serait déjà un petit exploit. Mais j'ai du mal un petit peu à y croire. Ensuite, pour ce qui est de la défense, arrière droit, les doutes peuvent être existants entre un Koundé ou un Eric Garcia. Pourquoi? Parce que Koundé, en ce début de saison, c'est pas la réelle forme. Encore une fois, il a des excuses. Énormément de minutes jouées l'année dernière. Voilà, on sait que le physique c'est très important pour Jules Koundé. Il est en début de saison en plus où Lamine Yamal était présent des fois, absent à d'autres moments. Donc c'est pas évident non plus de former offensivement une doublette qui peut marcher avec justement des repères. Mais même en termes défensifs, on sait que le volume et le physique c'est très important pour Jules. Et en ce début de saison, on le voit un petit peu souffler à certains moments et avoir des mini-absences. Mais bon, pour cette rencontre-ci, je le laisse, voilà, au profit d'un Eric Garcia qui ne démériterait pas non plus. Mais je me dis qu'un Jules Koundé face en plus à un Vinicius à 100 000% est trop important. Donc il va falloir croiser les doigts pour que Jules Koundé soit à 100%. Mais pour moi, même un Eric Garcia face à un Vinicius, même si Eric Garcia est à 100%, il souffrira un petit peu. Et je me dis que Jules Koundé a plus de chances de vraiment performer dans ce 1 contre 1. Ensuite, on arrive sur l'arrière gauche. Bon, là, il n'y a pas énormément de doutes, pas énormément de débat sur ce qui peut se passer. Baldé, si bien évidemment il est en forme et à 100% physiquement, passe devant Gérard Martin. Énorme importance. Un joueur en plus sur la relance qui va nous être important parce qu'on connaît ses percées balles au pied, et notamment en plus dans le Classico. Il est souvent présent offensivement dans les Classicos. Donc Baldé en plus qui revient fort, qui a fait une très bonne rencontre en Ligue des Champions. On l'attend vraiment et son retour fait assez plaisir. Maintenant, ce qui nous intéresse certainement le plus, c'est ce qui va se passer en termes de défense centrale, où bien évidemment, limite chaque week-end, Flick la change. Flick essaye de nouvelles choses, essaye de retrouver une charnière aussi efficace qu'on avait l'année dernière avec Koubarsi et Nigo Martinez, mais ne le trouve pas. Et donc justement, moi, il y a une charnière qui me tente, ça serait celle de Koubarsi accompagné de Christensen. Grâce à ça, Koubarsi va pouvoir trouver un élément qui a de l'expérience, parce que Christensen, on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même un joueur qui en a. Et je trouve que pour Koubarsi, c'est très important justement d'être accompagné par quelqu'un qui peut avoir un petit peu ce calme et qui connaît les grosses expériences, comme Christensen les connaît. Alors avec Eric Garcia, c'est pas mauvais, notamment le match de Ligue des Champions a été bon, mais à certains moments, il y a des petites absences. Notamment Eric Garcia sur l'action où Olympiakos va presque égaliser. Il est totalement déconnecté. Koubarsi, lui, revient en forme, notamment avec un très bon match en sélection et des bonnes apparitions, notamment dans la relance du côté du Barça, et un poste aussi retrouvé de plus en plus de central axe droit, ce qui, ça aussi, l'aide beaucoup. Et en plus, avec cette charnière que je propose, Christensen peut prendre l'axe gauche. Et en ça, je pense que ça peut être très bien. Maintenant, est-ce que c'est réaliste? Je sais pas trop, parce que justement, Flick l'a pas réellement mis en place, cette charnière, et Christensen, on a l'impression, ne fait pas trop partie de ses plans. Pourquoi? Personnellement, je n'ai pas la réponse. Donc, est-ce réaliste? Non, mais c'est mon 11. Et pour mon 11, je choisis cette charnière défensive. Place maintenant au milieu de terrain. Et c'est là où il va y avoir le plus gros changement, la plus grosse différence dans la compo que je vais vous proposer. Même si, finalement, c'est pas un vrai changement, on en vient juste après. C'est-à-dire qu'on va repasser sur ce que vous connaissez et ce qu'on aime appeler le carré. Le carré du milieu, notamment mis en place par Xavi, qu'on a bien connu avec ce Gavi en pointe un petit peu de ce carré-ci, et les autres joueurs qui ont formé ce dispositif sous Xavi. Et ben je demande un petit peu son retour. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est pas un réel retour? Parce que si on réfléchit bien, ce carré, il a jamais réellement disparu. À savoir que les deux points de base du carré étaient Pedri, accompagné notamment de Jong ou de Casado. L'une des pointes hautes était Dani Olmo ou Fermin Lopez, et l'autre pointe haute était Rafinha. Alors bien évidemment, Rafinha n'a pas le même profil qu'un Gavi, donc Rafinha est beaucoup plus un second attaquant. Mais finalement, ce carré, cette présence-là,
a toujours été là, c'est-à-dire que le Barça n'a jamais réellement évolué avec un vrai ailier sur le côté. Toujours une sorte de joueur qui était un petit peu axial, formant un carré, donc Casado, Pedri, Olmo, Rafinha, par exemple, qui avait l'année dernière. Or là, le carré, je le change un peu. Pourquoi là, je le changerais? Parce que sur les toutes dernières rencontres, on a vu notamment une nouvelle utilisation qui est celle de Frenkie de Jong, placé beaucoup plus haut. Alors, ce qui me fait plaisir, bien évidemment, parce que moi, j'arrête pas de vous embêter avec le 4-3-3 depuis ce début de saison, et que je demande dans ce 4-3-3 que Frenkie de Jong ait un rôle de relayeur, un rôle de numéro 8. Mais là, j'ai l'impression que Flick l'utilise même encore plus haut. C'est-à-dire pas 10, mais joueur un petit peu dans ce demi-espace droit, très présent à la projection, mais aussi à la construction. Et c'est ça qui va être très intéressant, je pense, et je trouve dans le carré que je vous propose, qui est donc un carré composé de Casado, Pedri en point de basse, et devant eux, Frenkie de Jong, accompagné de Fermin Lopez. Donc Frenkie de Jong qui aurait ce rôle très avancé, présent justement à la conservation, qui peut aussi aider dans les sorties de balles à être présent, parce qu'une des difficultés du Barça, c'était d'avoir un joueur offensif, qui était soit Olmo, soit Fermin, qui se propose justement pour aider à la sortie du ballon. Très souvent, ces joueurs-ci se font assez absents. Frenkie de Jong, si tu le mets dans ce poste-ci, lui, il a la capacité pour vraiment revenir et aider Casado et Pedri dans la sortie du ballon. Donc je pense que De Jong, en plus de ça, peut apporter dans sa projection et peut apporter en plus de ça dans sa qualité de passe aux abords de la surface de réparation. Et en plus, ça a l'air d'être dans le sens de ce que Flick met sur les derniers matchs. Ensuite, on se dit, bon bah dans ce cas-là, Fermin Lopez ne peut pas avoir ce poste-ci. Mais Fermin Lopez, je le garde parce que Rafinha, selon moi, ne sera pas apte pour être titulaire dans cette rencontre. Pourquoi pas en sortie de banc, et s'il est à 100% et dispo, bien évidemment qu'il peut être titulaire, mais selon moi, ça ne sera pas le cas. Et Fermin Lopez, surtout, marche très bien sur les 2 derniers matchs du FC Barcelone. Donc je suis content de sa présence, je suis content de l'énergie qu'il va pouvoir mettre, toujours un joueur important aussi dans le pressing, et un joueur qui peut énormément avoir ce rôle Rafinhesque. Donc c'est-à-dire qu'il aura moins un rôle comme Gavi dans le carré de Xavi, mais plus un rôle comme Rafinha dans le carré de Flick. C'est-à-dire ce joueur offensif, seconde lame, second couteau, limite second attaquant par moment, mais qui en plus de ça est un milieu de terrain. Donc c'est-à-dire que lui, il va moins être trouvé, je pense, qu'un Pedri, un De Jong qui vont plus être à la construction, mais Fermin Lopez pourra continuer à être ce joueur de rupture qu'il est, qu'il adore faire, et en plus de ça, intégrer ce milieu de terrain. Avoir pas ce rôle d'ailier, attention, vraiment ce joueur demi-espace très axial, par moment, pourquoi pas se téléporter un petit peu sur le côté gauche, mais comme Rafinha, une grande partie du temps dans un rôle axial dans ce carré. Fermin Lopez ne peut pas être enlevé selon moi du 11, donc on aurait pu trouver une formule, pourquoi pas juste avec Frenkie de Jong en 10, mais je trouve que les deux mises ensemble pour la partie haute de ce carré, ça peut être très intéressant. Et la partie basse, donc bien évidemment pas énormément de choix, puisque Frenkie de Jong, je le prends et je le place plus haut. Il pourrait y avoir Bernal à la place de Casado, mais je pense que Bernal n'a pas les conditions physiques encore pour débuter un match, et encore moins un Classico. Donc je laisse Casado, qui aura ce rôle hyper important d'être la dernière lame, lui, défensive, au contraire de Fermin qui sera la lame offensive. Lui, il devra être là pour récupérer les ballons, faire les tacles, aider la défense. Il a ce profil-ci, il peut avoir ce volume-ci, Casado, pour vraiment bien le faire, et en plus de ça, s'améliorer quand même un petit peu plus dans la sortie de balle. Voilà, Casado en ce début de saison, c'est un petit peu difficile dans ce registre-ci. On attend de lui qu'il s'améliore. Mais justement, Casado et Pedri peuvent réellement l'aider, et lui peut des fois se placer un petit peu entre les deux défenseurs centraux et aider pourquoi pas un Koubarsi et un Christensen à la relance. Bien évidemment, à côté, Pedri. Alors vous le savez, moi, quand je présente mon 4-3-3, je veux que Pedri soit relayeur, numéro 8, présent dans la surface de réparation, présent offensivement. Il a notamment marqué un super but contre Jérôme dans cette proposition dans la surface de réparation. Là, je le fais un petit peu plus reculer d'un cran, redevenir le joueur qu'il est depuis la saison dernière, c'est-à-dire ce joueur intégrant le double pivot. Mais bien évidemment, Pedri aidera beaucoup Casado à la relance, et je peux pas mettre non plus trop de joueurs à velléité offensive. Et si Pedri est dans un bon soir, on espère réellement qu'il aura le temps de se reposer, pourra apporter aussi son volume pour la récupération et des Casado à la sortie du ballon, mais justement sur le volet défensif, et être présent bien évidemment pour faire le lien avec Fermin Lopez et Frenkie de Jong pour les attaques, et pourquoi pas même les attaquants. Pour conclure un petit peu sur ce carré, je trouve qu'il apporte beaucoup de choses positives. Il apporte de la polyvalence, c'est-à-dire que les joueurs peuvent un petit peu se mouvoir. Pedri, à certains moments, peut pourquoi pas se projeter un petit peu plus, et un Frenkie de Jong redescendre pour un peu prendre sa place. Il peut y avoir aussi des mouvements entre les trois, ils peuvent un petit peu bouger, il peut y avoir une dynamique, ça t'apporte de la conservation, parce que tu as toujours Pedri et De Jong qui sont dans des postes un tout petit peu différents, l'un plus offensif que l'autre, et puis même Casado peut aider un petit peu à la possession, et Fermin, lui, doit s'améliorer là-dessus. Ça t'apporte aussi de la projection, notamment avec Fermin Lopez et Frenkie de Jong, qui peuvent
eux, proposer quelque chose, que ce soit dans la surface de réparation, mais aussi dans certaines phases, jouer avec la profondeur, et ça t'apporte aussi de la qualité technique aux abords de la surface de réparation, que ce soit par les frappes avec Fermin Lopez, et que ce soit aussi par la qualité de passe, notamment d'un Frenkie de Jong. Donc pour moi, ce carré du milieu, il arrive à vraiment te créer plein de côtés positifs, en plus de t'apporter quelque chose qui va être très important, c'est ta densité au milieu de terrain, qui va être importante en fonction de ce que va faire le Real Madrid. Le Real Madrid, normalement, ne devrait pas essayer d'avoir le ballon contre le Barça, et donc devra essayer de mettre de la densité. On en parle notamment dans la vidéo avec Mesdinho, lui, il demande justement un peu un milieu losange pour rajouter de la densité. Si eux en mettent de la densité, nous aussi, il faut en mettre. Et avec la présence de ces 4 milieux de terrain, tu en rajoutes. Et tu combles aussi un petit peu cette problématique de pressing parce que tu mets beaucoup de joueurs qui sont en capacité de l'exécuter. Et pour finir ce 11, on passe bien évidemment au volet offensif, ailier droit bien évidemment Lamine Yamal. On attend de notre cher Lamine Yamal qu'il démarre sa saison. Réellement, voilà, on sait qu'il a la capacité, on sait qu'il est bon, on sait qu'il lui manque du rythme également, mais c'est un classico. Il aime ce genre de rencontre-ci, il aime souvent être décisif aussi face au Real Madrid. C'est un match des grands soirs et Lamine Yamal aime ce genre d'atmosphère. Et on espère justement qu'il va lancer réellement sa saison, qu'il va pouvoir enchaîner, qu'il va être éloigné des blessures. Mais bien évidemment, titularisation pour lui. Et en numéro 9, je peux te poser la question, est-ce que Ferran Torres va bien évidemment pouvoir être de retour? Est-ce qu'il va être en forme? C'est lui, normalement, le numéro 9 remplaçant de Lewandowski sur le papier. Mais je pense que par rapport au fait qu'il soit peut-être pas à 100% plus conjugué à la forme du joueur que je mets à la place, je choisis justement de mettre Rashford à sa place. Rashford qui marche un petit peu sur l'eau en ce moment, en pleine confiance. Comme je l'ai dit dans mon analyse, les buts qu'il met en Ligue des Champions témoignent de cette surconfiance de ce joueur-ci. Je pense réellement qu'il peut bien performer à ce poste-ci. Et en plus de ça, t'apporter de la polyvalence. Pourquoi? Parce que si Fermin Lopez, à un moment, se présente un petit peu en tant que seconde lame, deuxième attaquant, faux numéro 9, Rashford est aussi un joueur qui performe très bien sur l'aile gauche. Donc ça veut dire qu'à certains moments, aussi Rashford peut prendre un petit peu ce positionnement de joueur de côté, joueur de couloir, pour laisser Fermin un petit peu jouer dans l'axe et être cet attaquant. Donc ça t'apporte de la mobilité, de la polyvalence. Ferran Torres aussi pourrait te l'apporter, mais comme je l'ai dit, je ne le vois pas être à 100%. Et puis Rashford, réellement maintenant, est très bon. Et en plus de ça, je me dis que Rashford, dans ce genre de grosse rencontre là, face au Real Madrid, je le vois bien réussir une bonne petite rencontre. Je le sens bien. Donc un Marcus Rashford qui apporte de la vitesse, qui apporte aussi une présence dans la profondeur pour pourquoi pas des contre-attaques, ça peut être intéressant du côté du FC Barcelone d'avoir notre numéro 9 anglais. Voici donc mon 11 dans son entièreté. Est-ce que Flick, lui, ne fera pas ça, reviendra à son double pivot, Pedri de Jong, et mettra en pointe haute du milieu un Fermin Lopez, et donc Ferran Torres, Rashford seront, pourquoi pas titulaires, les deux à côté de Lamine Yamal. Quelle charnière défensive sera mise en place contre ce Real Madrid? Est-ce que Koundé sera en forme? Est-ce que Eric Garcia pourrait être une surprise à droite? On ne sait pas. Plein de questions, encore une fois, hein. C'est mon 11, mais Flick décidera de ce qu'il souhaite faire. Mais selon moi, ce 11 peut apporter vraiment des choses positives par rapport aux difficultés qu'on rencontre et aussi pour s'adapter par rapport à notre adversaire et jouer sur les qualités et les forces de nos joueurs en présence. N'hésitez pas à me dire, vous, maintenant, quel 11 vous souhaitez contre le Real Madrid. Je ferai un plaisir de vous répondre, même si je viens de vous donner le mien. Les heures tournent, les heures se rapprochent avant ce classico. La pression monte, mesdames et messieurs. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.